Il va y avoir du beau monde. C'est la ferme ici, comme vous pouvez le voir. C'est la ménagerie. Comment je peux t'appeler? Angèle? Carnibird? Ah, j'ai pas réfléchi à cette question. Angèle. Ok, donc on va partir sur Angèle. Déjà, ça va. Oui, ça va. Très bien. Trop bien. Aujourd'hui, le fil conducteur, c'est autour de l'inspiration. La question de l'inspiration. Mais avant ça, comme certaines personnes ne te connaissent pas forcément, j'aimerais que tu te présentes. Et du coup, j'ai une première question. Ok. Est-ce que tu peux te présenter comme tu le sens? Qui es-tu? Ce que tu fais et ce qui t'habite en ce moment? Ok, alors, qui suis-je? Je m'appelle Angèle, j'ai 31 ans, je suis une jeune femme / personne non binaire, autiste. Qu'est-ce qui m'habite en ce moment? C'est ça la suite. Qu'est-ce qui m'habite en ce moment? La redécouverte de moi-même. On en parlera sûrement pendant le... Ouais, on va parler de tout ça, mais... j'ai vécu, on va dire, 2 ans de cheminement très bouleversant. Donc je me redécouvre en ce moment. Et ça veut dire, je me redécouvre à tous les niveaux. Dans mon quotidien, dans ma création, dans ma vie de tous les jours. Je me redécouvre humainement parlant. Ok, voilà. Donc c'est vraiment un renouveau, une nouvelle page Ouais, assez récente. C'est un très très gros nouveau chapitre assez récent. Ouais. Comme tu l'as dit, il y a eu plusieurs choses. Déjà, tu as eu un premier diagnostic d'un TSA il y a quelques années, qui sont découlés par un TDI. Oui. TSA, déjà, est-ce que tu peux en parler? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Et pareil pour le TDI. Alors, j'ai eu mon diagnostic de TSA en mai 2023, donc je travaillais encore à l'époque. J'étais artiste muraliste. Et alors le trouble du spectre autistique, c'est un trouble du neurodéveloppement. Donc on est avec ce trouble. Loin des clichés de tout ce qu'on en pense, il se trouve qu'il y a très peu d'études sur les femmes et notamment les femmes adultes. Donc les diagnostics sont souvent très tardifs. Pourquoi? Parce que toutes les études sont réalisées sur les hommes majoritairement et que les femmes camouflent très bien leurs traits autistiques. Donc nous on va vraiment faire le caméléon en fait et s'adapter en société, masquer nos difficultés. Donc nous par exemple dans l'autisme il y a 4 diagnostics je crois 4 critères pour être diagnostiqué autiste, des difficultés aux interactions sociales, des intérêts spécifiques, donc des passions qui peuvent vraiment faire déborder, une hypersensibilité ou une hyposensibilité, donc être soit très sensible, soit pas sensible du tout. Et après, il y a tout ce qui tourne de l'empathie, qui est aussi un mythe de dire que les autistes n'ont pas d'empathie, c'est beaucoup plus complexe et nuancé. C'est pour ça que du coup qu'on parle de spectre. Exactement. Et que du coup le terme il a pas mal évolué et que dans la conscience collective la plupart des gens s'arrêtent à une image de l'autiste avec un handicap qui est la majorité du temps voyant. Et de toute façon oui voilà c'est tout ce qui est amené par les séries, les médias, etc. Mais ça va être souvent des personnes qui peuvent crier beaucoup, se balancer vraiment tout le temps, être incapable de communiquer, alors qu'il y a, donc comme tu le disais, un spectre qui est un spectre rond, pas un spectre qui va de pas autiste à très autiste, c'est un spectre qui est beaucoup plus large. Qui est beaucoup plus large, et sur lequel en fait on va se positionner tous et toutes. Il y a un truc qui doit être chiant, du coup, par rapport à ça, c'est que je pense en termes administratifs ou même dans la vie de tous les jours, c'est que tu dois totalement être en permanence, devoir te justifier. Ah oui, alors maintenant on commence à en parler un peu plus parce que... une sorte de bienveillance quand même, tu ressens une bienveillance un peu plus... Je ressens un peu moins d'ignorance parce qu'on en parle un peu plus depuis quelques années, parce qu'il y a des militants qui font le travail pour nous, qui sortent des livres sur justement l'autisme. Il y a des personnes qui cherchent à ce qu'on parle maintenant de conditions autistiques et plus de troubles.
Okay. pour vraiment montrer que c'est une condition neurologique et que en fait c'est pas une maladie, c'est un handicap à certains moments dans la société parce qu'on n'est pas dans une société qui est aménagée pour nous, mais voilà, c'est un conditionnement neurologique avant tout. Et oui, bien évidemment, on se justifie, bien évidemment. Au début, quand on parle d'autisme, ah mais c'est pas possible, tu regardes dans les yeux, ah mais c'est pas possible, tu sais parler, ah mais c'est pas possible, t'as des amis. Ouais. Alors que tout ça, c'est des choses que nous, encore plus en tant que femmes, effectivement, enfin j'ai un exemple tout bête, mais moi quand j'étais gamine, je débordais de passion pour les dauphins. Et c'était très impactant, mais on va qualifier ça d'un intérêt normal pour une petite fille en fait. Donc pour une fille qui aime les dauphins, c'est pas voilà. Enfin donc oui, on doit un petit peu prouver des fois notre handicap. Ok. Et par rapport au TDI, je sais que la société n'en a pas une vision complète, ou en tout cas la plupart des moments où on en parle, où on en voit, c'est un peu tourné d'une très mauvaise manière. Ben encore une fois, donc TDI, le trouble dissociatif de l'identité. Pareil, ça fait quelques années qu'on en parle un petit peu plus, notamment grâce à Internet, en fait. Merci Internet. Donc moi, j'ai eu mon diagnostic en 2024, je crois, qui a résolu toutes les questions que je me posais et qui a vraiment assemblé les dernières pièces du puzzle. Donc le trouble dissociatif de l'identité, c'est grandir dans un environnement avec trop de stress et avoir le cerveau qui va scinder différentes parts. Okay. Ça, c'est quelque chose qui se passe pour tout le monde quand on est enfant, sauf que normalement, vers 9 ans, le cerveau réunit ses parts et crée un individu. Okay. Quand on est soumis à trop de stress, de trauma, le cerveau ne fait pas ce processus et donc on grandit en arborescence et on grandit avec ces différentes parts. En fait, il essaie de combler, quoi. Il comble. En fait, il déborde et plutôt que de devenir fou ou d'en arriver vraiment à des choses horribles, en fait, il crée des individus auxquels nous, on va venir se référer. Pour un peu stabiliser le système. Et voilà, il va stabiliser le cerveau. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, j'ai des haltères qui ont comme absorbé certaines émotions et qui sont devenues des parts émotionnelles tellement fortes qu'elles sont devenues distinctes, en fait, qu'elles sont devenues des individus. Et donc là, le cerveau va aller piocher dans ce qu'il connaît pour créer des personnages avec des prénoms, avec des manières de s'exprimer, avec des goûts, des physiques différents, etc. Alors moi, ça a oscillé entre un TDI complet et un TDI partiel. Ouais, okay. Un TDI partiel, c'est quand on a ce processus-là qui arrive, mais qu'on va pas avoir énormément de switch, donc d'haltères qui prennent le devant. Moi, c'est arrivé que j'ai des fronts, que j'ai un haltère qui prenne le dessus, plusieurs fois. Pas toujours de manière fun. Des fois, c'était rien. Des fois, ça m'a quand même amené à l'hôpital, malheureusement. Et ensuite, j'ai eu un traitement. Donc, j'ai un traitement qu'on donne aux personnes schizophrènes, mais à très très faible dose, juste pour venir apaiser un peu les dialogues intérieurs qui sont très énergivores. Donc ça a porté ses fruits quand même. T'as ouais. Ah oui. Quand je me suis retrouvée seule dans ma tête les premiers temps, je comprenais rien. Je me disais, ah oui, en fait, en temps normal, c'est vraiment pas normal, justement. Avant ces switches-là, tu t'étais jamais vraiment posé la question, c'est-à-dire pour toi, c'était un état normal? Ah bah oui. Pour moi, tout le monde grandissait. Moi, j'avais donc un haltère qui s'appelle Timmy, dont on parlera sûrement. Mais pour moi, tout le monde avait un Timmy dans la tête. Tout le monde avait quelqu'un qui, quand on pose, pendant jusqu'à l'année dernière à peu près, quand je posais une question dans ma tête, j'avais une ou deux personnes qui me répondaient, qui me disaient fais ci, fais ça, dis ci, dis ça, et ça m'aidait énormément aussi pour le TSA, parce que du coup, face à ces problèmes de relations sociales, j'avais mes haltères qui me dictaient ce que je devais faire en société en fait. Okay. Donc je me référais en permanence à une équipe intérieure qui m'aidait à mais c'est ça, c'était ma team quoi. Et ça s'est stabilisé et donc là mes haltères sont ce qu'on appelle en dormance, c'est-à-dire que j'ai quasiment plus personne dans la tête qui répond. Là ça s'est stabilisé récemment? C'est très récent, ça fait peut-être 1 mois et demi, 2 mois que ça doit faire bizarre. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Okay. Je pose des questions, il y a le silence. Et du coup, tu dois te retrouver confronté un peu à toi-même. Exactement. Mais c'est pour ça que je parle d'un nouveau gros chapitre. C'est parce que là, je redécouvre, je découvre en fait, parce que j'ai pas eu trop le temps de le découvrir avant, mais
qui est Angèle, quoi. Ok. On peut parler de ton travail, parce que l'art, entre guillemets, a une place importante dans tout ce processus-là. Oui. De ce que j'ai cru comprendre. Oui. J'aimerais bien qu'on parle d'une personne peut-être en particulier qui a peut-être accompagné peut-être ce processus-là à un temps, peut-être une personne qui t'est chère. Mais avant ça, j'aimerais te poser une question, c'est comment tu décrirais ton univers artistique à quelqu'un qui n'a jamais vu ton travail? C'est une réponse un peu complexe étant donné que mes haltères ont joué une très grosse part dans ma créativité et que pendant des années, en fait, je créais un peu sous hypnose, c'est-à-dire que mes mains agissaient et j'avais quelqu'un dans la tête qui me disait quoi faire. Donc c'était Timmy qui créait, en fait. Mais ça, pareil, j'ai mis des années à le conscientiser. Mais si je devais décrire l'univers global de tête qui global. Est sorti... Je dirais que c'est un univers instinctif, proche de l'art brut, chimérique, un peu mystique. Qui quand même trouve une source à travers des inspirations que tu as peut-être pu avoir à travers des lectures, des films, des dessins. Oui, je pense que artistes peut-être ou déjà énorme big up à Miyazaki, je pense. Au niveau de l'univers, je pense que j'ai vraiment été marquée par Miyazaki, parce que c'est à la fois puissant et parfois très enfantin, très naïf et en même temps c'est dur. Enfin, c'est très nuancé en fait et très riche et complexe. Je suis en train de grave me saucer là. Mon univers est très riche, complexe et nuancé. Mais oui, Miyazaki. Pour la première grosse inspi, c'est clairement Miyazaki. Et après, une autre personne dont j'ai un peu essayé de suivre les traces ou qui a été très chère à ma pratique, c'est un monsieur qui s'appelle Gérard Sandré, qui est le créateur du musée de la création franche sur Bègle. Et qui est un artiste qui est décédé maintenant, mais qui m'a épaulé pendant 1 an. On a parlé de mon travail avec lui. Le vendredi, j'allais avec mon carton à dessin et on regardait mes dessins ensemble et on en discutait. Et lui, c'est art brut. Art brut. Comment vous êtes rencontrés? Je travaillais pour une enseigne que je ne citerai pas. Je travaillais, du coup, je vendais des crayons, des feutres et des pinceaux et de la peinture dans un magasin. Et lui venait acheter ses Posca au magasin. Et un jour, j'avais une petite expo, j'avais laissé quelques dessins en bas, je crois, dans la salle de lecture. Et il était allé la voir, il était remonté, il m'avait dit « Ah, mais vous dessinez, machin ». Et en fait, on s'est rendu compte qu'on habitait à 2 pâtés de maison l'un de l'autre. Et du coup, il m'a dit « Il faut que vous passiez chez moi, machin ». Et du coup, c'est devenu un espèce de rendez-vous rituel. J'allais chez lui le vendredi et on parlait de dessin. Toi, c'était vraiment soit une hypnose, soit un besoin peut-être. Moi, ça a toujours été un besoin. Pendant déjà j'ai dessiné avant de parler, je crois. J'ai clairement j'ai des premières photos de moi, j'ai des crayons à la main et de la peinture sur la tête. Et oui, ça a toujours été un besoin. Moi, jusqu'à mes diagnostics, en fait, j'avais ce besoin de m'exprimer et de partager avec les gens, parce que ça, c'est un des clichés aussi qu'on retrouve quand on parle des personnes autistes, et qu'on n'a pas besoin d'interaction avec le monde. C'est faux, c'est juste qu'on a un besoin d'interaction avec le monde qui est différent. Et moi, ma manière de partager, de communiquer, c'était le dessin. Et oui, j'avais plein d'émotions qui me traversaient, qu'il fallait absolument que j'extériorise. Et j'ai eu une enfance pas hyper joyeuse non plus, donc j'avais beaucoup besoin d'extérioriser tout ce que je vivais, en fait. C'était du besoin pur et dur. Comment on appelle quand on a un TSA et qu'on se focalise sur quelque chose en particulier? Un intérêt spécifique. C'est ça, un intérêt spécifique. Donc le dessin, c'était devenu ton intérêt. Ah ouais, moi le dessin, c'était mon intérêt spécifique. Je pouvais passer des heures et des heures et des heures à dessiner, à oublier que l'heure tourne, qu'il faut manger, se doucher, faire les choses de la vie quotidienne. C'était que ça, quoi. Est-ce que le diagnostic du coup du TSA, ça a changé quelque chose dans ta façon de comprendre ta créativité, ou au contraire, est-ce que ça a mis des mots sur ce que tu vivais déjà? Ça a mis le diagnostic de TSA, il a permis de mettre des mots sur ce que je vivais déjà, parce que j'ai compris pourquoi j'avais autant besoin du dessin, et pourquoi j'avais autant besoin de créer. Et
J'ai compris aussi que c'était pas grave si je le vivais pas de la même manière que les autres, parce que je me sentais assez seule dans ma manière de créer, en fait. Parce que en soi, parce qu'il faut leur dire, on se connaît bien. On se Et connaît très bien. on a été en couple pendant 4 ans. C'est pour ça que je trouvais intéressant de faire cette entrevue, entre guillemets, cette interview. Je trouve que c'est une histoire qui mérite d'avoir sa place dans le domaine public. Tu le fais déjà très très bien toi, sur les réseaux sociaux, même si tu supprimes beaucoup de trucs sur les réseaux sociaux. Moi, je poste, Du coup, je supprime, je du poste. coup, c'est difficile à suivre. D'ailleurs, ça on en parlera, c'est un peu dans ta manière de créer aussi. C'est Oui. tu t'effaces. Mais dans tous les cas, t'as fait un super site internet qui explique tout ça, que je mettrai bien évidemment en commentaire. Et c'était quoi Ben, on parlait mais justement, en étant avec toi, par exemple, j'ai vu une autre manière de créer, où toi, effectivement, tu mentalisais beaucoup ta création, et où moi, à côté, j'étais très instinctive dans ce que je faisais, et où des fois, tu me disais, ah, tu pourrais faire ci comme ça, ou pourquoi tu fais pas ça comme ça? Je sais que ça te... Et ça me faisait péter un câble. Je me disais, mais il comprend pas que c'est un besoin, enfin, que c'est intrinsèque, c'est dans mes tripes, en fait. Du coup, j'étais même envahissant sans m'en rendre compte, je m'en suis rendu compte après. Ça pouvait être très envahissant. Mais c'était pas que toi, je le voyais même avec d'autres artistes, en faisant des collaborations ou en travaillant avec d'autres personnes. Je voyais bien que les gens... T'as été dans le domaine, je sais pas si on en a parlé, mais du coup, t'as été assez rapidement mis avec une personne peut-être qui t'a guidé. Du coup, on peut parler de David. Oui. David, c'est Laure. T'es amené dans le monde du graffiti, enfin du street art, de la fresque murale. Ouais. Du coup, t'as beaucoup fait ça. Ouais. Mais j'ai rencontré Célor, qui m'a vachement poussé en fait à faire ce que je faisais sur des grands murs. Et du coup, t'avais pas encore le diag de... Mais j'avais aucun diagnostic à cette époque-là, donc effectivement, je me suis un peu jetée dans le vide et ça a pris. J'ai eu vachement de chance parce que en 4 ans, j'ai quand même fait des choses chouettes, enfin des beaux et gros projets. T'as été, avant le diag du TSA, t'as été confronté du coup au taf un peu, entre guillemets, d'ouvrier peintre en bâtiment. Ouais. T'as fait des grosses fresques et t'as, pendant pas mal de temps, essayé de suivre un rythme qui n'était pas forcément le tien. Ah bah complètement. Et ensuite, je sais que je te retrouvais pendant 3-4 jours. Ouais, et 3-4 jours, t'es sympa. 3-4 jours, t'es sympa parce que la grande fresque de 20 mètres de haut, c'est, je crois, 1 mois et demi pour m'en remettre, quoi. Mais oui, bah c'était ça en fait, parce que moi je venais d'un art très instinctif. Je faisais les choses rapidement. Si je commençais un dessin ou une peinture, je la finissais directement en fait. Il y avait pas à y revenir plus tard ou quoi. Non, c'était je jette mon truc et en fait je crois que je me fichais même du résultat en fait. J'avais juste un besoin parce qu'en fait quand je peignais, mes haltères parlaient entre eux dans ma tête. Et je répondais à des questions, et je me posais des questions, et je répondais à des questions. Et donc j'avais ce processus dont tu parlais, où je recouvrais énormément ce que je faisais, et où j'étais vraiment dans un dialogue intérieur. Une sorte de journal intime, en fait, que tu faisais, en fait. Complètement. C'est une sorte où t'écris des mots, et puis après t'as une idée qui te vient à la tête, et si on peut c'est ça, il y a beaucoup de textes sous mes tableaux, hein. Enfin, mes premiers tableaux, il y a du texte que je recouvre, et puis il y a un alter qui me disait quelque chose, donc ça me faisait penser à autre chose, et ça me sauvait, en fait. Clairement, tous les jours, ça me guérissait un peu, c'était presque de l'autothérapie. Et par contre, c'est vrai que le muralisme a cassé un peu ce processus parce que quand on fait du mur, on peut pas se permettre de couvrir, enfin, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé la manière de le faire, mais j'ai essayé de m'adapter à ce rythme où il faut gérer des deadlines, il faut gérer la location de nacelle, il faut gérer la pression financière, il faut gérer, en fait, c'est des gros chantiers, des grosses... En fait, ça va à l'encontre de ma manière de fonctionner. Je me confronte à un problème, je résous le problème, je me confronte à un problème, etc. Et quand tu fais du chantier, tu peux pas fonctionner comme ça. Il faut anticiper les choses à l'avance, il faut que tout soit quadrillé au millimètre près, machin. Et donc, j'ai tenu ce rythme-là 3 ans et demi, je crois. J'ai fait des choses incroyables que je pensais pas réussir à faire dans ma vie. Bah, je suis quand même fière mais c'est mon ego qui est fier. C'est juste que c'était des challenges. Quand on me propose un chantier sur une façade d'immeuble de 20 mètres de haut, que je viens de passer mon CACES, je me dis bon bah oui, je le fais quoi, parce qu'il faut que je vois si j'en suis capable. J'étais fière aussi de la visibilité que ça m'apportait. J'étais fière de voir que j'étais capable de vivre de mon art, parce que quand on dit je veux devenir artiste, on se dit pas que ça va marcher. Moi, ça marchait vite en fait. Il se passait beaucoup de choses qui venaient vers moi, donc je me disais c'est des trop beaux cadeaux. Il faut que je les fasse en fait. Tu avais beaucoup d'interactions aussi même
avec les gens qui achetaient ou des commandes qu'il y avait. Il y avait toute une relation, même une humanité un petit peu qui se passait dans des relations humaines Ouais. qui étaient très belles, quoi. Ouais, bah oui. Il y a eu des projets avec les écoles, il y a eu des projets avec des enfants, il y a eu des projets avec des habitants de quartier. Mais en fait, effectivement, tout ça n'est pas compatible avec un TSA. Et ça, je l'ai compris par la force des choses. Tu as vu mon état après mon dernier chantier. Le dernier chantier, je sentais que j'étais à bout, quoi. Je t'avais pris comme assistant pour que tu m'aides et c'est toi qui as fini le mur, en fait. Et il y a un truc que du coup, moi, j'ai beaucoup aimé dans les chantiers de street art, donc à faire le projet avec l'école du Vieux-Bordeaux. C'était d'avoir ce truc un peu de peintre en bâtiment, donc un peu ouvrier, où c'est physique, tu conduis ta nacelle, t'as des trucs, t'as tes petits rituels du matin, tu vas chercher ton café. Enfin, il y a un truc où c'est Ouais, vraiment, toi, c'était ton univers. c'est trop bien. Et du coup, je me suis retrouvé au moment où t'étais KO, j'étais là, ok, c'est moi qui contrôle la nacelle. Et du coup, je faisais mes trucs, ok, hop là, je monte, ok là, hop, je regardais son dessin, je fais, ok, vas-y. Et c'était trop bien. Et moi, à ce moment-là, je disais à Val, j'arrive plus à appuyer avec le rouleau sur le mur. Comme ça sur le trottoir. J'étais mais parce que je sentais qu'en fait, il faut quand même capter que moi, j'avais 10 voix dans la tête qui hurlaient, qui me disaient, on n'en peut plus, stop, arrête-toi, t'as rien à foutre là. J'étais en plein burn-out autistique. Et mais tu m'as dit, surstimulée par tout, le bruit, les bruits de la nacelle, les bips, la cour de récré des enfants, toutes les relations sociales qu'il faut assumer avec les gens, les partenaires, la mairie. C'est une charge de dingue. C'est une charge mentale de fou. Et à la fin, non, je pouvais plus appuyer avec le pinceau sur le mur. Et je me souviens, j'ai failli chuter de la nacelle. Et c'est là où je t'ai dit, Val, en fait, il faut que tu finisses parce que moi, j'y arrive plus. Et c'était le dernier gros chantier. Et c'était le dernier. Et après ça, donc après ça, on a pris 2 mois de pause. On a fini le chantier à la rentrée de septembre 2023. Et ça a été mon dernier chantier. Et après ça, j'ai été en arrêt maladie. Je me suis mise en arrêt maladie. Et je me suis mangé mon burn-out autistique dans la tronche, mais bien violent, quoi. J'ai bien dormi pendant des mois. Presque un an pour s'en remettre, en vrai. Ah oui. Ah oui. Et puis après, il y a eu le diagnostic de TDI. Ouais, il y a tout qui est arrivé après. Ouais. Bah après, j'ai eu 2 ans de priorité à ma santé mentale et stop, en fait. Et là, c'est stop. Et c'est pas négociable, quoi. Il fallait arrêter. Une question par rapport à la création et ta propre perception des choses. C'est, est-ce qu'il y a des choses que d'autres trouvent banales, mais qui pour toi sont une source d'inspiration intense dans ta manière de créer? Est-ce qu'il y a des petits trucs genre qui vont... Tu sais, les gens ils passent à côté, mais toi t'es là, mais frère. C'est marrant que tu dises ça parce que du coup en ce moment, je me rends compte que Angèle, donc moi, sans ses haltères, aime beaucoup observer. Et CV, je crois que tu vas parler de ça, tu l'as partagé en story, non? Je sais pas, peut-être. Je sais pas. Les fleurs? Ouais. C'est ça? Oui, bah je me rends compte. Mais déjà mon pantalon est fleuri, j'ai plein de vêtements fleuris. Et en fait, je suis en train de rephaser grave là sur les. Voilà, je suis en train de rephaser sur les fleurs en ce moment. Et oui, je pense que je sais pas si c'est dû au TSA, mais le fait d'observer. Hier, je suis partie acheter un truc. Et je suis passée devant un champ, et dans le champ, il y avait 2 petites filles qui étaient assises, mais elles étaient assises au milieu du champ avec des fleurs qui étaient beaucoup plus grandes qu'elles. Donc ça faisait une proportion bizarre. Les fleurs les dépassaient, et elles étaient assises. Trop beau comme image. Et cette image-là, je me suis dit, purée, c'est trop beau. Genre, c'est trop beau. Et je pense que j'ai vraiment un gros besoin de nature. Je suis une amoureuse de la nature. J'ai regardé hier soir un film qui s'appelle Pieds nus sur les limaces, que je conseille. Je te l'avais fait regarder. On l'a pas regardé ensemble? Je crois pas. Qui est un film qui parle justement de 2 sœurs, dont une qui vit dans la nature et qui a besoin de la nature. Moi je suis une grande amoureuse de la nature, des plantes, des fleurs, des animaux. Ah bon? Ouais, oui. Voilà. Est-ce que ça c'est ta nouvelle princesse qui t'accompagne? Oni, il y a le champ de la caméra. Elle est là.
Coucou mon bébé. Ça s'appelle Oni. Elle s'appelle Oni et elle m'a un peu sauvé la vie. Ça m'a un peu sauvé la vie de la prendre. Justement, quand j'étais dans cette période, parce que après le burn-out autistique, c'est suivi bien sûr une dépression, etc. Et prendre mes animaux m'ont bien aidé. Cette louloute m'a bien. C'est pas des humains. C'est pas doué de parole. Voilà, ça ne parle pas. C'est super. Et lui, si on peut en parler un petit peu. C'est Lui, qui? c'est Noir. C'est le gros bébé, c'est le plus vieux de l'appartement, lui, là, 7 ans, c'est le 8 doyen. ans. C'est le doyen. Ouais. Et ouais, les animaux, la nature. Et les humains. J'aime beaucoup observer les humains, mine de rien. J'aime beaucoup comprendre les humains, même si souvent j'ai l'impression que je les comprends pas. Je suis un peu une fan du sous-texte, moi. J'adore écouter les gens parler et me demander est-ce qu'il y a un sous-texte derrière, ou qu'est-ce que la personne elle veut dire derrière tout ça, tu vois. Parce que par rapport à quoi? Parce que je sais que du coup en ayant des fois un TSA, t'entends pas souvent les sous-entendus. Tu comprends pas forcément les sous-entendus. Ouais. Il y a un lien peut-être avec ça. Ben je pense qu'il y a un lien parce que à mon avis j'ai dû apprendre à décoder les sous-entendus très tôt, clairement. Et c'est un peu devenu une passion en fait. Ok. Parce que c'est le décryptage un peu. Ouais. Ok. J'aime bien décrypter, mais c'est un peu spirituel. Là, je vais partir un peu dans le spirituel. Mais c'est juste que je trouve les humains très beaux, en fait. Enfin, moi, je suis intimement persuadée que quand on est enfant, bébé, on est plein d'amour et d'innocence, en fait. Et qu'en grandissant, la société, le système, l'éducation viennent nous briser, en fait, et nous casser. Et je trouve ça beau, l'évolution des êtres humains, parce que je pense que si on fait le choix d'aller chercher, on peut retrouver son enfant intérieur et qu'est-ce qu'ils sont beaux les enfants intérieurs des gens, enfin vraiment. Est-ce qu'il y a un livre, un artiste ou quelque chose comme ça qui t'obsède en ce moment? Ou genre une personne autre peut-être que l'art non, tu dis, Mon obsession du moment? Oh, c'est le genre... C'est le GOAT, quoi. Ouais. Moi j'avais Brené Brown en tête. Je sais que c'était quelque chose de très fort. Il faut que je dise qu'un? Non, tu peux en dire 2 ou 3. Alors on va mettre Brené Brown, bien sûr. Il y a une super conférence. L'appel au courage de Brené Brown sur Netflix. Cultissime, à regarder une fois par an pour se remettre dans le droit chemin. Évidemment. Julie Dachez, qui est une militante autiste, qui fait du contenu sur Instagram et qui a sorti des livres qui sont incroyables en fait. Alors elle parle de l'autisme, mais elle parle aussi du couple hétérosexuel et de tous les mécanismes qui peuvent y être en jeu dedans. Très intéressant, donc voilà. Et un dernier... D'ailleurs aussi un livre en particulier peut-être à citer. De Julie Dachez, L'autisme autrement. Ok. L'autisme autrement, le dernier qu'elle a sorti. Incroyable. Incroyable, aussi bien pour les personnes autistes, parce que il fait du bien ce livre, il sort un peu de la vision médicale pour aller plus vers une vision sociale et politique, et pour les proches, parce qu'il est nuancé et qui permet de vraiment... comprendre un peu plus ce qu'est vraiment l'autisme en fait en dehors de ces clichés. Et si vous voulez écouter une écrivaine parler ou lire des livres, Fatou Diom. Fatou Diom. Ok. Écrivaine incroyable qui a des prises de parole incroyables. Je vais mettre son nom là maintenant et dans tous les cas vous aurez tous les liens. Vous pouvez aller checker là maintenant dans la description si vous êtes intéressé par tout ça. J'aimerais qu'on parle de la perception atypique et de la création. Est-ce que ton rapport au monde, dans sa densité, ses détails et ses stimulations, influencent la façon dont tu crées ou tu as créé? Oui, clairement. Voilà. Alors non, en fait, mais c'est marrant parce qu'en fait, c'est drôle de parler de mon point de vue de maintenant qui suis en train de redécouvrir ma créativité. Ouais. Mais c'est pour ça, là, on peut peut-être en parler de ça. Parce que du coup, t'as un rapport, on en a sommairement parlé,
Et du coup, là, tu te retrouves solo. Ouais, là je suis solo. J'ai plus Personne. j'ai plus d'haltères qui me disent peins ça, fais ça, machin. Mais t'as quand même un besoin de créer. Je sais pas si j'ai un besoin de créer Tu aimes ça. ou si j'aime ça. Je C'est crois que devenu une passion. je crois que je suis en train de découvrir que je suis une personne qui aime créer. Ok. Je suis créative, quoi. Oui. Mais Elle a quand même fait pour un entretien une bande dessinée en tant que CV. oui, j'ai fait un CV bande dessinée. C'est vrai, c'était cool. Mm. Et voilà, mais ça, tu vois, typiquement, en fait, je suis quelqu'un qui aime créer des choses. Ouais. Mais par exemple, le dessin tel que je le faisais avant, des heures entières pendant des journées, machin, ça, je pense que c'est quand même plus Timmy Ouais. qui avait ce besoin-là Ouais. que moi. Moi, en ce moment-là, j'ai envie de faire des vidéos, j'ai envie de faire... Est-ce que tu lances ça prochainement? Est-ce que tu veux lancer ça prochainement? Est-ce que je mets un lien? Est-ce qu'il y a un endroit où tu veux rediriger? Ça peut-être sort quand, là, t'as dit? En octobre. Bah, peut-être que d'ici là, il y aura mes premières vidéos sur YouTube. Ok, ça, t'as déjà une chaîne YouTube? Oui. Il y a une vidéo dessus, qui est un speed painting d'une peinture que j'ai faite pendant le confinement Ok. du Covid. Ok. Voilà. Bon, mais Mais en fait, en ce moment, je redécouvre le fait que, bah, par exemple, voilà, j'aime les fleurs. Quand je suis dehors, je me rends compte que je sens le vent, que je suis surstimulée par... En fait, le fait de ne plus avoir mes haltères fait que mon TSA est un peu... il s'est redéployé, quoi. Il se redéploie complètement en ce moment. Ouais. Donc... Du coup, ça doit être un peu, tu dois être vachement, excuse-moi de te couper, genre dans des vagues, tu dois prendre des vagues de oui, trucs. je prends des vagues assez importantes de stimulation en ce moment. Genre, moi, je me rends compte vraiment de la stimulation au quotidien. C'est fatigant. C'est fatigant et en même temps, j'accepte aussi mon TSA parce que je pense qu'en fait, je l'avais pas encore vraiment complètement accepté. Ouais. J'avais peur que ça soit visible. J'avais peur qu'on me juge, etc. Donc là, je pense que j'ai réenclenché aussi une vague d'aménagement. Okay. J'avais déjà commencé quand on était ensemble, tu sais, je m'étais acheté des fidget toys, j'avais fait des petits trucs comme ça. Mais là, je suis sur le deuxième plan où maintenant je sors avec mon casque anti-bruit dans la rue, je sors avec mes lunettes de soleil. Ça fait un style. Ça fait un style. Je viens d'investir dans un fauteuil suspendu. Voilà. Enfin voilà, je redécouvre mon autisme en ce moment, clairement. Tu l'apprivoises. Je l'apprivoise et je l'accepte surtout. Parce que je pense que pour l'instant, je l'avais pris comme une info que j'avais mise dans un coin. Mais je devais gérer mon TDI, donc c'était pas encore... Et du coup, pour créer, et ce qui t'inspire, pour revenir à l'inspiration, donc il y a les références culturelles, comme on a parlé peut-être du coup Miyazaki, tout ça. Est-ce que c'est quand même une inspiration dans ta... quand tu crées, c'est quand même des mondes, créer des mondes oniriques, raconter toute la poésie qu'il y a derrière, tout comme ça. Et du coup, après, l'inspiration, ça va être la nature et... Ouais, la nature, les fleurs... Les humains, non? Est-ce que les relations humaines, c'est... Ben... Ça peut, mais c'est compliqué. En fait, j'ai envie de... Par exemple, un truc drôle, j'ai été en couple quasiment toute ma vie. J'ai eu peut-être 2 ou 3 ans de célibat, en vrai, en tout. J'ai jamais réussi à dessiner ou à peindre sur l'amour. Ouais, c'est vrai. Je l'ai jamais fait. Ou alors c'était des sujets durs, quoi. Et sinon, voilà, c'est quand c'est des difficultés, je l'ai fait. Mais... Et là, maintenant que t'as un nouveau chéri... Et maintenant que j'ai un nouveau chéri, ben j'avoue, j'ai envie de créer peut-être un peu sur l'amour. Bien évidemment, j'ai envie de créer, de parler du genre aussi, de la non-binarité, de la transidentité, ça m'intéresse. Après, pareil, Ellie était une altère très militante, très révoltée, qui avait vraiment besoin de s'inscrire dans des mouvements politiques. Moi, je sais pas si j'ai ce besoin-là. Mais c'est quand même quelque chose qui te touche profondément. Mais ça me touche. C'est quand en fait, si tous les alters, en fait, c'était des parties de toi, et maintenant qu'elles sont toutes réunies en une seule identité, ben en fait, c'est chaque truc qui sont peut-être diminués un peu en intensité, mais qui sont regroupés dans un seul corps. C'est ça, c'est un peu ça. Okay. Mais je pense que mes inspirations créatives, en tout cas prochaines, celles que je sens là, qui ont envie de sortir, c'est les fleurs, la nature, l'autisme.
J'aime beaucoup, j'ai toujours été à l'aise à dessiner des personnages qui ont les yeux fermés, parce que pour moi c'est une belle enfin en tout cas l'autisme je le ressens comme ça, j'ai l'impression quand je ferme les yeux d'avoir accès à un monde intérieur qui est hyper riche et en même temps avoir une hypersensibilité corporelle qui est très 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 forte. Et donc les visages avec les yeux fermés, ça me touche beaucoup. Ouais. Donc là, en ce moment, j'ai une vision d'une prochaine peinture. Peut-être que je vais la faire. Qui sait, on verra si d'ici là, elle sera faite ou pas. Mais j'imagine un visage avec des yeux fermés dans le bulbe d'une fleur avec des pétales comme ça qui remontent et des... Là, j'ai la vision, là. Trop belle image. J'ai la vision. Trop belle image. C'est comme s'il y avait ta tête avec les yeux fermés au milieu de Voilà, une tête au milieu de fermier avec des plantes qui remontent ici. Okay. Attends, remets-le comme ça. Bouge pas. Là, faire un photomontage. Une incrustation de ma tête. Voilà. Mais ouais, je pense que là en ce moment la créativité, en fait, c'est marrant, elle revient à des endroits qui sont beaucoup plus légers, beaucoup plus calmes, un peu spirituels mine de rien. Je me réintéresse un peu au développement personnel, enfin, alors que tout ça c'était des sujets que Ellie m'empêchait de toucher du doigt parce qu'elle était beaucoup trop en colère pour ça en fait. Ouais. C'est vrai. Okay. Je pense que ouais, elle voulait tellement militer qu'il y avait presque plus de place pour de la poésie et de la légèreté quoi. Et là, c'est un petit peu ce que je sens revenir dans ma neuroatypie me donne beaucoup d'inspiration parce que j'observe beaucoup la nature, les animaux, le calme, je me suis mis à la méditation, enfin, j'arrête de fumer, enfin, je suis une nouvelle personne. Et je pense que le TSA il m'enlève certaines choses, mais il m'en offre d'autres quand même. Okay. C'est pour ça que tu as envie de aussi ouvrir la parole aussi sur tout ça à travers tes contes. Mais ouais, parce que... Dire en mode, ok, en fait, si t'apprends à vivre avec, ça peut être aussi une force. Mais je pense, évidemment, c'est pas toujours marrant quand là, par exemple, je réaménage mon programme et là aujourd'hui on se voit. Hier, j'ai rien prévu parce que je sais que en termes de fatigabilité, c'est compliqué. Je peux faire des choses quasiment qu'un jour sur deux. Je peux voir des gens et avoir des interactions sociales quasiment qu'un jour sur deux. Sinon, je suis trop fatiguée, migraine, mal de tête et voilà. Donc, ça, c'est pas fun. J'ai un peu des fois l'impression de passer à côté de la vie ou de pas pouvoir en faire autant que les autres gens. Ça, c'est pas hyper marrant. Mais maintenant, tu pars du constat que c'est comme ça et ouais. Mais pendant longtemps, je forçais en fait. Je voulais à tout prix être neurotypique. Je voulais à tout prix être normal en fait. À tout prix en faire autant que les autres. C'est pas possible. Parce que que ce soit dans la publicité, les films, on nous montre aussi à voir quasiment que ça, tu vois. Il y a tellement peu d'exemples. Là, les personnages neuroatypiques se comptent sur le doigt d'une main, en fait. Et dans la communauté autistique, on les célèbre. Dès qu'on a une série ou avec un personnage vraiment qui nous correspond. Mais il y a une série il y a pas longtemps qui est sortie avec une fille autiste, justement, et ils disent pas une seule fois le mot autiste dans la série. Je sais plus comment elle s'appelle. Et justement, cette série est trop bien, mais ils ont pas prononcé une seule fois le mot autiste dedans. Et c'est dommage, parce que elle est vraiment chouette, cette série. Je te redonnerai le nom. Mais parce que c'est pas tabou. Mais est-ce qu'ils l'ont pas dit parce que, justement, c'est pas un sujet dans les séries? C'est un sujet sans être un sujet dans la série. Moi, je trouve que ça nous aurait fait une belle représentation, tu vois. Ok. Moi, j'avoue. Et je trouve que, justement, pour les mots, enfin, le langage fait le monde, en fait. Donc, si on parle d'autisme et qu'on montre des personnes autistes telles qu'elles sont vraiment, ça enrichit le vocabulaire et du coup, ça enrichit les imaginaires qui vont avec, en fait. Carrément. Ouais, je suis d'accord. Oui. Dans l'optique, en fait, de plus avoir à en parler, en fait. Ouais. Et que ça soit inclus dans la manière dont on se fait ces représentations. Est-ce qu'il y a une croyance sur les artistes que tu trouves fausse, voire limite violente? Est-ce qu'il y a une croyance voire fausse?
Bah, je suis un peu contre le mythe de l'artiste torturé, Comme on a beaucoup eu en comme on France. l'a beaucoup eu, ouais. L'artiste torturé qui doit souffrir, C'est vrai que cette vision fait des ravages. c'est un peu dur. C'est un peu dur. Moi, j'ai fait les beaux-arts et c'était pas du tout encadré comme environnement. Enfin, il y avait beaucoup de drogue, beaucoup de personnes qui avaient des problématiques de santé mentale assez lourdes. Et je suis pas sûre qu'appuyer là-dessus pour dire ouais, mais c'est ça qui te fait créer, ça soit une bonne chose. Alors après, je vais pas mentir. J'ai été très créative aux périodes où j'allais mal, ou en tout cas aux périodes où je me posais beaucoup de questions. Oui, c'est vrai qu'à un moment, même t'arrivais même pas à créer quand ça allait bien. Quand c'est vrai. Ouais. Mais j'ai fait ce qu'il fallait niveau santé mentale. J'ai fait 2 ans de travail sur moi, etc. Tu veux dessiner des fleurs. Maintenant, j'ai envie. Visage Voilà, maintenant, l'envie de créer, elle revient. Tu vois, je suis pas sûre que ça soit le fait de souffrir qui fait que Après, il y a forcément des besoins. Tu vois, on en discutait avec Théo. Tu vois, il y a des événements qui peuvent être dans la créativité. Il y a des événements qui peuvent être marquants où en fait, t'as besoin un peu comme de les marquer dans ton journal intime ou de les faire exister, je sais pas, à travers des productions musicales ou t'as des morceaux qui sont très forts sur ça, mais c'est vrai qu'il faut pas s'arrêter que sur ça et peut-être en faire nourrir ta créativité que de ça, parce que d'avant ça peut être un peu toxique et c'est ça. Et tu peux peut-être Et moi la première, hein, je pense que si jamais un jour j'ai besoin de faire des œuvres qui parlent encore de sujets durs, je les ferai. Mais alimenter ce mythe d'artiste torturé et aussi autre chose, c'est qu'il n'y a pas de sous-art, quoi. Il n'y a pas de sous-art. Enfin, moi, aux Beaux-Arts, on m'a beaucoup reproché justement tout ce qui était art brut, etc. parce que c'était pas de l'art, soi-disant. Mais en fait, pour moi, à partir du moment où ça vient des tripes et que ça soit le dessin d'un enfant, la bande dessinée d'un amateur. Est-ce que le calme ou l'isolement sont nécessaires à ton inspiration ou pas toujours? Oui, tout le temps. Tout le temps. C'est radical. Ok, on va passer à la suite. Oui, tout le temps. Oui, Okay. tout le temps. Ouais. Oui, tout le temps. Ok. Je ne peux rien dire de plus. C'est la seule chose que je peux répondre. Du coup, c'est quoi les conditions optimales à une détente? Est-ce que il y a un petit thé? Est-ce que il y a besoin d'avoir un thé animaux avec toi? Est-ce que t'as besoin d'une série en même temps? Ah oui, c'est vrai que j'ai eu ce truc-là aussi de devoir peindre avec New Girl en fond, H24. Ouais. C'est quoi les conditions optimales? Je crois que c'est mon casque anti-bruit sur les oreilles. Ouais. Il est où? Il est là. T'as une petite recommandation? Oui, bien sûr. Le Peltor 4 X Alpha. Putain, il a tellement un nom de genre de robot, genre mode Transformers. Non, même on t'en même plus. C'est pas ce que tu racontes. C'est vrai? Mais il isole très très bien. Ok. Mais là, je l'ai repeint en fait. Mais enfin bref, il est moche parce qu'en fait, ça n'a pas rendu ce que je voulais. Ouais. Mais je vais le bomber et je vais faire des petites fleurs. Des fleurs. Ok. Mon outil principal. Ok. Ouais, je pense que soit c'est de la musique relaxante, un peu féerique, witchy, tu vois. Mes animaux pas loin. Il faut l'horaire. L'horaire, c'est 21h, 22h, tu vois. Okay. Quand il y a plus de vie. Enfin, que les gens commencent à aller se coucher et que la ville est calme. Que je sens le calme de la ville, tu vois. J'ai toujours été plus inspirée la nuit que le jour. Le calme, c'est important. Qu'est-ce qui t'aide à rester fidèle à ta démarche dans un monde où tout va vite, où tout doit se vendre, se montrer? Bah, je suis pas restée fidèle à ma démarche. J'ai pas réussi. C'est vrai. Mais non, mais par exemple, je pense au moment où en fait, t'étais en dehors de ce que dit le système un petit peu artistique et que tu faisais des peintures, t'allais les déposer dans la rue. Il y en a plein qui vont trouver une sorte de fantasmagorie autour de ça, tu vois, en mode ouais, c'est politique, alors qu'en fait, j'ai l'impression que pas trop dans ton cas.
S'il y avait une démarche politique un peu en soi, ou c'était Il y avait quand même une petite démarche politique dans le sens où je pense que l'art doit rester accessible. Ouais. Et c'est vrai que moi, ça me fait du bien de créer et d'offrir. Ouais. Donc le fait de créer et déposer dans la rue, c'était un truc où ça me faisait tellement plaisir en fait de me dire que j'allais faire plaisir à des gens. C'était aussi bête que ça. Hein. C'était vraiment, ça me fait plaisir, donc c'est trop bien. Ouais. Et non, justement, je suis pas restée fidèle à ma démarche parce que je pense que moi, enfin là, je retrouve une fidélité à ma démarche en ce moment parce que je ne vends plus, je troque mes dessins. Okay. J'ai ouvert une cagnotte pour ma mammectomie que j'ai envie de faire et je laisse partir mes œuvres contre le don, le montant libre que décident les gens en leur âme et conscience par rapport à leur budget. C'est bien. Ça arrange tout le monde. Ça arrange tout le monde. Moi, ça me fait avoir des sous pour ma mammectomie. Ça fait de l'art accessible à des gens. J'ai des grandes toiles qui sont parties à 30 €, des petits dessins qui sont partis à 350 €. Enfin, ça... Et je reste fidèle. Je pense que je vais réussir à rester fidèle en gardant ça en ligne de mire, en fait. Je pense que je mettrai plus jamais de prix sur ce que je fais. Je pense. Ouais. À mon avis, là... Est-ce que ça détruit quelque part un peu Moi, ça m'a vraiment fait mal. Moi, ça m'a vraiment fait mal. De capitaliser sur mon art, ça m'a... J'en avais trop besoin avec le TSA et ça m'a vraiment pas fait du bien. Et là, je suis dans des reconversions professionnelles, peut-être dans les métiers de la psychothérapie, etc. Et mon objectif à terme, c'est d'avoir un métier et de continuer à produire et que ça reste une hygiène, c'est une hygiène. Ouais, que ça reste de l'ordre de moi je produis et après ça fait plaisir à des gens et mon art il est accessible et c'est militant mais c'est aussi égoïste parce que moi ça me fait du bien comme ça en fait. Ouais. Parce que c'est pas pour ça qu'on fait voilà. Ta life. Voilà. Tu nais, tu crèves, tu veux faire ce que tu veux entre-temps, tu vois. C'est ça. Je reste fidèle en ne mettant plus de tarifs sur ce que je fais. Je pense que du coup, ça fait une parfaite transition aussi sur la question de la transmission. Est-ce que tu as envie que ton art ou tes projets aident d'autres personnes neuroatypiques, peut-être à se sentir moins seules, ou est-ce que tu as envie d'ouvrir la parole justement sur tout ça Ah bah bien sûr. Ouais. Bah là, depuis mon burn-out autistique, comme tu le disais, mon Instagram a pris 3000 formes différentes. J'ai parlé beaucoup du TDI partiel, beaucoup d'autisme, beaucoup de dépression. Pour moi, parler de santé mentale, c'est genre hyper important pour que ça soit moins tabou, pour que de plus en plus d'hommes cis aussi aillent voir des psychologues, aillent en thérapie, se posent des questions sur eux-mêmes. Il faut que la santé mentale devienne une priorité au même titre que la santé physique, en fait. C'est vrai que le fait d'aller voir un psy, tu sais que t'as une sorte d'ego où t'as envie de te rassurer et de dire mais non, en fait, il y a pas de problème, ou en fait, tu peux minimiser les problèmes. Et en fait, je sais que la première séance était très compliquée parce que tu te sens vulnérable. Et en fait, à la fin, j'avais envie d'y aller tout le temps. J'étais là en mode, mais putain, en fait, je me suis rendu compte de qu'est-ce que j'avais envie de parler. Tu peux même parler des trucs qui vont bien, comme des trucs qui vont pas bien. Bah ouais, mais je pense que vraiment, les mecs, avec l'éducation genrée que on vous a transmise, c'est pas un truc sur lequel vous êtes... Il y a Bref 2 maintenant. Oui, mais vous pouvez pas faire votre thérapie qu'avec Bref 2, d'accord? Ok, Bref 2 est génial, mais maintenant, il faut pousser la porte du psychologue. Il faut y aller. Mais oui, bien sûr, j'ai envie que les personnes neuroatypiques ou les personnes qui ont des problématiques de santé mentale se reconnaissent dans mon travail, dans ce que je fais. C'est l'objectif de ma chaîne YouTube si jamais je finis par l'ouvrir. Mais c'est pas, de toute façon, c'est déjà arrivé parce que je pense que il y a des personnes qui t'ont commencé à te suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Il y a dû avoir pas mal de personnes qui sont parties. Oui, bah, et genre, il y a une sorte d'épuration, enfin, je sais pas si on peut dire ce terme-là. Et du coup, t'as les vraies personnes maintenant, t'as une belle commu. Ouais. Mais j'ai aussi des personnes où il s'est passé des trucs de dingue, quoi. Des personnes qui m'ont écrit pour me dire merci, j'ai 52 ans et grâce à toi, je viens de me faire diagnostiquer autiste. Et moi, je suis là, waouh, ce que j'ai fait, c'est bien, quoi. Si ça aide genre une personne, bah, tant mieux. C'est gagné, en fait. Et en fait, j'ai envie de le faire parce que moi, c'est parce qu'il y a des personnes qui l'ont fait avant et qui m'ont aidé.
Je parle de Julie Dachez pour l'autisme. Moi, c'est grâce à elle que je me suis diagnostiquée. Olympe, qui a été la première à parler du TDI. Ensuite, il y a eu Zéliana. Enfin, il y a toutes ces personnes-là qui font communauté. Sans elles, on n'avancerait pas, en fait. Ça va plus vite que la médecine. Et c'est la médecine qui prend le pli après de suivre les mouvements sociaux. Ouais, c'est vrai, parce qu'en médecine ou des trucs comme ça, il y a besoin d'avoir des formations supplémentaires pour Et puis c'est important parce qu'on est encore beaucoup trop nombreux et nombreuses à avoir peur de pousser la porte d'un psychiatre parce que le TDI n'est pas reconnu, parce que l'autisme n'est pas reconnu chez les femmes. Enfin, c'est pas possible, en fait. Donc il faut continuer d'en parler. Ouais, carrément. Et pour les personnes concernées et pour les personnes extérieures aussi. Ouais. Comme moi, tu vois, je sais que ça a été compliqué. Ça a été compliqué, du coup, le TDI, parce que j'y connaissais rien. Bah, t'avais peur. J'avais une sorte de phobie de la maladie mentale, par des histoires que j'ai pu avoir avec des amis à moi qui ont eu ça. Et du coup, c'est vrai, quand t'es pas préparé ou t'es pas été éduqué à ça, ça peut être très, très, très compliqué. Et je pense que ça a été aussi un motif de notre séparation. Et moi, après, j'ai eu un travail chez un psy pendant quelques temps. Et ouais, normal. Parce que des fois, il y a même des spécialistes qui sont peut-être même pas du tout formés pour ça. Et qu'est-ce qu'en fait, il faut libérer la parole sur tout ça, quoi. Ah bah oui, bah, clairement. Parce que ça concerne pas que les personnes qui... Mais c'est surtout que ça peut tellement changer la donne, en fait. Moi, je sais que c'est un sujet dont on a beaucoup parlé à l'époque, mais quand j'ai eu mon diagnostic, forcément, les switches ont été un peu plus présents. Et Timmy a pris le dessus, Ellie a pris le dessus. Et je sais que, par exemple, Momo, donc qui sera dans un des vlogs, elle était complètement OK avec le TDI, genre il y a aucun problème, elle a accepté directement sans en faire un sujet, alors qu'avec toi c'était un sujet. Et ça a été hyper compliqué à vivre. Ça a complexifié les choses en fait à des endroits où ça aurait pu être plus simple. Et même toi, si t'avais été aussi je m'en suis voulu quelque part, mais après. Enfin, j'en ai parlé avec ma psy, mais en même temps, j'ai pas trop à m'en vouloir sur ça. Mais non, t'étais pas éduqué à ça. J'étais pas éduqué à ça. Et personne n'aide à être éduqué, à avoir. Enfin, tout est fait dans les médias, etc., pour que la santé mentale, ça fasse peur. Les personnes qui ont quand on parle de personnes, enfin, la schizophrénie, le TDI, etc., c'est des troubles. À chaque fois dans les films, c'est des tueurs en série. Enfin, oui, forcément, ça fait peur. Hein, mais la vraie vérité, c'est que les personnes qui ont des problématiques de santé mentale, la plupart du temps, elles sont plus dangereuses pour elles-mêmes à la limite que pour les autres, tu vois. C'est vrai qu'il y a tout ça à remettre, à lever le tabou autour pour que les proches puissent agir de la meilleure manière et que les personnes concernées puissent être soutenues de la meilleure manière, en fait. Ça a beaucoup de chance. Parce que t'as trouvé quelqu'un qui sait, qui connaît tout ça et qui oui. à 100%. Oui. Je me suis mise avec quelqu'un qui a une maladie mentale et une neuroatypie. Comme moi. On est la best team. Du coup, ça doit te soulager beaucoup. Ah ça change tout. J'ai une question. C'est un rituel qui va être dans tous les formats interview, podcast. C'est une question bizarre. Ok. Si tu devais construire un lieu imaginaire dans lequel tu pourrais créer en paix, ça serait quoi? Hyper facile. Hyper facile. Hyper facile. Ok. Une forêt. Ok. Avec une clairière à côté. Ok. Un cours d'eau. Avec des gros galets. Ça serait un lieu réel ou un lieu où genre t'as des couleurs qui sont différentes, non, ça serait un lieu réel. Ok. T'as des galets dans la rivière. Ouais. L'eau est translucide. Ok. J'ai construit une cabane. Ok. Dans la forêt. Ouais. J'ai fait des petits totems, des trucs qui pendent des arbres avec des fleurs, des feuilles, des bouts de bois, des cailloux. Il y a des petits totems, des petits gardiens partout sculptés en argile, des trucs comme ça. Dans la cabane, j'ai un fauteuil suspendu pour me balancer. Que t'as acheté là? Que je viens d'acheter. Le rêve commence. Voilà. Une tablette pour pouvoir faire mes dessins. Ouais. Est-ce que j'ai un poste de radio? Je sais pas. J'ai mes animaux en liberté avec moi. Ok. Les petits oiseaux qui chantent. Du soleil. Ouais. Une tortue? Une tortue. J'avoue, une tortue. Okay. Une tortue de terre, tranquille. Et alors qu'elle a, qui fait ça là. Ouais, qui fait ça là. Qui vient de voir. Qui s'appelle genre
René. J'allais dire Georgette, je sais pas. Georgette. Oh, ah, je vois bien une petite tortue Georgette, ouais. Ah, ça le fait bien, ouais. Et Ouais, genre une petite... ah si, c'est un peu imaginaire parce que il y a de la musique qui est diffusée comme ça. Genre, ok. Genre, tu sais, en mode je suis the main character et il y a de la musique qui passe en Ouais, fonction ok. de mon mood Ça, un peu. c'est moi. Ça, c'est moi. Ouais, voilà. Ok, trop bien. Ok. Et un petit bonus. Ok. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose que personne ne te demande jamais, mais qui compte pour toi? Est-ce que je veux ajouter quelque chose que personne ne me demande jamais, mais qui compte pour moi? Ouah, je suis en plein bug là. Tu m'as envoyé dans la matrice. Pourquoi? Parce que je ne sais pas pourquoi je pense à ça. J'ai eu une enfance compliquée et avec mes parents c'est très compliqué depuis toujours. Et on me demande jamais si ça va par rapport à ça. Et la vraie réponse c'est que ça va pas et que mes parents me manquent. Et du coup, profitez de vos parents, si vous avez des parents. Si tu peux leur dire quelque chose. Eh ben, si vous avez des parents aimants et soutenants, profitez-en. Mais ne vous laissez pas malmener par vos parents. Ça, il faut pas. Il faut s'émanciper de ses parents. Il faut devenir qui on a envie d'être. Il faut lutter pour sa liberté. Mais si on a des parents qui ont fait plus que le strict minimum, il faut les remercier quand même. Je pense. J'en sais rien en fait. J'en sais pas beaucoup sur les parents en fait. Mais moi, j'aurais bien aimé en avoir des parents présents. Je sais pas pourquoi je suis partie. J'ai pensé qu'à ça. Non, mais c'est parce qu'il y a pas longtemps, justement, mon chéri m'en a parlé et j'ai fondu en larmes et je lui ai dit putain, mais en fait, mes parents, ils me manquent. Genre, ça m'a manqué d'avoir des parents pour m'aider. Ça m'a manqué d'avoir des parents qui me font diagnostiquer enfant, qui m'aident dans mes difficultés, qui savent que je suis autiste et du coup de pas développer un TDI. Parce que limite, c'est vrai que c'est toi, t'as dû faire le chemin inverse, à les éduquer sur tout ça. Ouais. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à Mais ça. merci pour c'est un cette peu sincérité. mélodramatique. Mais non, mais pas du tout. Merci pour cette sincérité. Ça marque la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si vous êtes dans votre lit, bonne préparation de dodo ou bon réveil. Si vous êtes en train de manger, bon appétit. Et si tout ce que vous êtes en train de faire, faites-le bien et prenez du plaisir. Et je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée ou une très bonne matinée. Et on se revoit bientôt. Allez, bisous!